Osez. Pensez à toutes les fois où vous avez failli ne pas oser et vous avez osé faire quelque chose et vous vous êtes dit « Oh là là, mon Dieu, ma vie aurait été différente si j'avais pas osé à ce moment-là ». Un projet d'habitat, c'est quelque chose de très engageant et je pense qu'on peut pas s'offrir le luxe de passer à côté de quelque chose de très important juste parce qu'on n'a pas osé. Voilà, donc il faut y aller là. Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Avramoglou. Bonjour Cédric. Bonjour Caroline. Alors Cédric, tu es cofondateur et président du réseau Twiza, le premier réseau français d'entraide dédié à l'habitat écologique et participatif. Après avoir obtenu ton diplôme d'ingénieur, tu as travaillé quelques années avant que ton esprit entrepreneurial ne prenne le dessus. En 2014, tu lances Twiza. En parallèle, tu t'impliques pendant 4 ans au sein du conseil d'administration du réseau français de la construction paille, dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation de la paille comme matériau de construction. En 2015, tu es à l'origine de la création de la FEDAC, la Fédération des professionnels accompagnateurs à l'autoproduction et à l'entraide dans le bâtiment. Aujourd'hui, Twiza, c'est des dizaines de chantiers participatifs en France, mais aussi en Belgique et dans le nord de l'Espagne. C'est également une centaine de membres actifs répartis sur tout le territoire. Et depuis octobre 2023, ce sont 600 personnes qui ont rejoint la coopérative. Est-ce que c'est tout bon déjà jusque-là sur cette présentation? C'est bien. On pourrait même préciser que c'est des centaines de chantiers participatifs en permanence sur Twiza. Voilà, la petite précision. Et du coup, forcément, notre sujet aujourd'hui, c'est le chantier participatif. On va en parler en détail, découvrir comment ça fonctionne et pourquoi ça prend autant d'ampleur. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Et ça tombe bien parce que on va commencer cet épisode par notre jeu brise-glace. Une vérité, un mensonge, 2 affirmations. À toi de jouer, Cédric. Alors, première affirmation. Comme tu l'as dit, j'ai eu le plaisir de participer à la structuration de la filière paille. Je suis arrivé juste après les tout débuts de la normalisation de la construction paille. Il faut savoir que c'était un gros travail qui a abouti en 2012. Et donc la normalisation d'une nouvelle technique, ça nécessite que se mettent autour de la table tous les grands acteurs de la construction et qui se mettent d'accord. Donc à l'agence qualité construction, c'est un petit peu la table ronde du bâtiment et ils doivent se mettre tous d'accord. Et faut imaginer la scène, les représentants de la filière paille, qui étaient quelques dizaines de pros et d'autoconstructeurs, sont arrivés là, dans cette table, autour d'acteurs comme les assureurs, les grands syndicats d'entreprises, les bureaux de contrôle, les fabricants, etc. Donc on voit un petit peu le niveau et on parle de marché en France qui pèse en centaines de milliards d'euros pour donner des ordres de grandeur. Donc autant te dire qu'à ce moment-là, il faut avoir des amis. Et bien les personnes qui ont aidé à la structuration et à réussir à normaliser la filière paille, ce sont les syndicats des artisans, parce qu'ils ont compris tout à fait leur intérêt. Ça, c'est ma première affirmation. Les syndicats professionnels d'artisans ont donné du poids à la filière paille pour aider à la normalisation de cette technique de construction. Ok. Ma deuxième affirmation, ça concerne l'intérêt qu'on a pour ce qu'on appelle les pratiques participatives dans le réseau Twiza. Eh bien, nous avons cofinancé avec l'ADEME une thèse de sociologie pendant plus de 3 ans pour faire progresser la connaissance académique sur ce qui se joue dans les pratiques participatives sur un chantier. C'est ma deuxième affirmation. J'ai envie de dire que la deuxième est vraie. Tu as raison. Et c'est le travail de Tassadit Bonardo, je le précise parce qu'elle va restituer à la fin de l'année 2024 son doctorat qu'on a cofinancé avec l'ADEME à 50%. Et je précise pour l'anecdote qu'à l'époque où on a signé le contrat pluriannuel avec l'ADEME, c'était une époque où en fait on commençait chaque mois sans savoir comment est-ce qu'on allait payer les salaires à la fin du mois. C'était vraiment une époque très spéciale, mais quand on a vu cette opportunité se présenter, on n'a pas hésité. On a dit ça, c'est pour nous et on peut pas le rater, quoi. Et on y est allé. Voilà. Ok. Effectivement, du coup, la première était fausse, donc les syndicats n'ont pas forcément participé. Non, mais il a fallu quand même que le réseau trouve des amis. Et contre toute attente et tout a priori, c'est ça que je voulais souligner avec cette anecdote, ce sont les assureurs qui ont tout de suite compris la pertinence de la démarche qualité qui était proposée
par la filière, qui a été montré comme exemple dans les années qui ont suivi. Faut préciser que la plupart des normes du bâtiment reposent sur le fait que les produits sont industrialisés. Or, la botte de paille n'est pas industrialisée. Aujourd'hui, on peut construire avec une botte de paille qui a été ramassée dans le champ du voisin et sous décennale, etc. Et c'est grâce à une manière de normer, donc de garantir la qualité de la construction complètement différente, très innovante. Et bien paradoxalement, ce sont les assureurs qui ont aidé la filière. Et ça, on encourage vraiment, parce qu'au niveau des assurances, il y a des vrais challenges aussi dans le secteur du durable. Trop bien, merci beaucoup pour cette introduction. Et on va commencer tout simplement par définir qu'est-ce que c'est un chantier participatif. Est-ce que tu connais un peu les origines de ce concept et c'est quoi tout simplement pour nos auditeurs qui ne sauraient pas? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler chez Twiza un chantier participatif? C'est une expérience dans laquelle quelqu'un qui fait une partie de ses travaux lui-même, pour sa propre maison, donc on est dans le cadre de la vie privée, on y tient beaucoup, propose d'ouvrir ses portes à des personnes qu'il ne connaît pas encore. Donc on ne parle pas d'un chantier en famille. Il propose d'accueillir des gens qu'il ne connaît pas encore, qui vont rentrer en contact par l'intermédiation du réseau Twiza notamment, ou par d'autres canaux, pour participer au chantier. Et là, on va avoir le temps d'y revenir un peu plus tard. Il y a tout un panel de motivation en fonction des profils de personnes, en fonction des attentes, c'est extrêmement large. On peut pas résumer à un profil, voilà. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais on est extrêmement vigilant au sein du réseau Twiza à sélectionner des chantiers qui se font dans le cadre de la vie privée, pas des chantiers où des gens, par exemple, viennent faire construire une maison qu'ils vont revendre dans la foulée ou des choses comme ça, voilà. Et donc c'est cette expérience-là, le chantier participatif, qui n'est pas forcément écologique, on pourrait dire comme ça, mais en réalité, il y a des vraies affinités philosophiques entre les gens qui aiment faire par eux-mêmes et les gens qui aiment habiter dans un habitat sain et respectueux de l'environnement. Donc assez naturellement, la pratique du chantier participatif, elle est très 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 souvent associée au chantier participatif écologique. Est-ce que j'ai assez répondu à ta question? Oui, complètement. Et dans la pratique, du coup, déjà, qui peut participer à un chantier participatif? Tu l'as plus ou moins indiqué, comme quoi vous sélectionnez sur peut-être une typologie de personnes dans les particuliers. Donc, alors, j'ai plusieurs questions. Qui peut participer? Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques requises? Est-ce que monsieur et madame tout le monde peut dire, demain, je fais un chantier participatif? Alors ça, c'est un peu la même question, dans le sens que au sein du réseau Twiza, on a toujours pris soin de ne pas trop se positionner sur qu'est-ce qui est un bon chantier participatif et qu'est-ce qui est un mauvais chantier participatif. En partant d'un postulat, il y a une grande diversité d'attentes et d'opportunités qui peuvent être offertes. Et les gens sont grands, et notre métier, c'est plutôt d'accompagner les gens qui ont une offre pour qu'ils exposent bien leur offre, pour les accompagner, donc les organisateurs, on les appelle, donc ce sont les maîtres d'ouvrage, les gens qui sont souvent autoconstructeurs, autorénovateurs. Donc les accompagner beaucoup pour répondre à leurs questions, qui sont très variées en fonction de leur profil et de leur expérience, pour qu'ils exposent le mieux possible et le plus d'informations possible. Et après, on fait confiance à l'esprit critique des gens qui vont venir parcourir les annonces pour qu'ils trouvent leur bonheur, sachant qu'on n'a pas du tout tous les mêmes attentes. Et pas non plus tous les mêmes exigences. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, sur un aspect très concret, qui est les conditions d'accueil, il y a des personnes qui vont quand même tenir à avoir un certain standing de conditions d'accueil, et alors que d'autres peuvent venir avec leur camion ou leur tente. Et puis, voilà quoi. Donc idéologiquement, c'est quelque chose d'ancré depuis les premiers jours du réseau Twiza, de se dire, on n'est pas là pour filtrer, pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc, ça veut dire, par voie de conséquence, pour répondre à ta deuxième question, qu'on n'attend pas des participants, donc les gens qui viennent bénévolement sur les chantiers participatifs, on n'attend pas qu'ils arrivent avec des compétences. Je précise ça parce que ça fait vraiment partie des principaux points qu'on vérifie quand on a des propositions de chantiers participatifs, parce que tous les chantiers participatifs du réseau Twiza, ils sont tous vérifiés et tous accompagnés individuellement avec un entretien téléphonique individuel, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche qualité assez unique d'ailleurs sur ce sujet-là. Et donc le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, de vérifier qu'on est bien dans le cadre de la vie privée, qu'on n'est pas dans du travail dissimulé, voilà, que les gens ont des bonnes conditions d'accueil. Une fois que tout est bien exposé, on vérifie aussi que les organisateurs ne s'attendent pas à ce que des gens viennent avec leurs compétences. C'est-à-dire qu'on vérifie aussi côté organisateur que
soit les gens fournissent la compétence, parce que soit ils sont eux-mêmes sachants, soit il faut intervenir un sachant. Alors, je parle pas de professionnel, parce que le professionnel, le plus souvent, ça peut être lui le sachant, mais il y a d'autres sachants que les professionnels. On peut faire intervenir des gens de l'écosystème associatif, de la famille ou autre. Mais en tout cas, on pousse chaque organisateur à se poser la question de savoir qui est le sachant. Et dans certains cas, c'est rare, on a des personnes qui disent bah écoute, je ne sais pas. Moi, j'aborde mon chantier de cette manière en me disant je vais faire avec les compétences que j'ai et je vais voir comment ça va se passer. Et dans ce cas-là, on les pousse à exprimer explicitement ça pour qu'il n'y ait pas de surprise du côté des participants. Donc vraiment, là, notre cœur de métier, il est là. Il est d'avoir une rencontre de la meilleure qualité possible, une expérience de la meilleure qualité possible et surtout sécurisée entre des organisateurs et des participants au chantier. Ok. Et comment ça se passe concrètement si on a envie de s'inscrire à un chantier participatif? Tout se fait de manière assez autonome, c'est-à-dire on regarde des offres sur le site internet et on fait une sorte de, je sais pas, de lettre de motivation, d'entretien avec les personnes. Alors c'est intéressant. Ma réponse elle est particulière parce que aujourd'hui là on enregistre dans le deuxième semestre 2024 et on est au début de la refonte complète de notre plateforme. Donc il y a des choses qui vont changer, mais il y a une constante. La mise en relation se fera toujours de manière autonome. Donc on pousse les organisateurs, les accompagne dans la publication d'une annonce. Donc ils donnent leurs attentes, leurs conditions. Et en effet, en face, les gens qui sont susceptibles d'être intéressés vont faire leur demande. Aujourd'hui, la manière très concrète, c'est on a deux possibilités. Soit on peut contacter par voie téléphonique, soit on peut contacter par messagerie privée les personnes et ils s'amorcent une conversation et c'est hyper important que s'amorce cette conversation. Dans une prochaine version, peut-être que ça sera un petit peu plus élaboré. Peut-être qu'on essaiera de, a priori c'est la direction qu'on prend aujourd'hui, de passer aussi par une étape de formulaire qui permettra de s'assurer qu'il y a certaines questions qui sont systématiquement posées. Aussi pour toujours dans la même ligne qui est d'augmenter la qualité de l'expérience. Voilà. C'est pas pour fliquer les gens, mais c'est vrai que peut-être les organisateurs ne pensent pas toujours à poser certaines questions qui devraient être récurrentes. Et pour qu'ils aient pas à se poser cette question-là, eh bien en plus on pourrait les cadrer à travers un formulaire, ce qui n'empêche pas les gens d'avoir une conversation complètement libre en parallèle. Oui. Donc ça reste globalement assez autonome sur la relation que peut avoir aujourd'hui l'organisateur et le participant. Tout à fait. Nous, on n'est pas là pour devenir des intermédiaires qui se substituent à l'un ou l'autre. Non, il y a quand même un niveau d'autonomie et aussi pour des questions juste matérielles. Alors déjà, ça serait pas efficace, je pense, d'avoir un intermédiaire qui fait quelque part le téléphone arabe, comme on dit, entre deux interlocuteurs. Il y aurait des parties d'information. Et puis les gens ont vraiment besoin de faire connaissance. On commence à faire connaissance par un appel téléphonique. On incite à faire un appel téléphonique le plus vite possible. Et il faut qu'il y ait une conversation pour affiner les attentes de chacun et voir si on s'entend. Et ensuite convenir d'une expérience ensemble. Non, c'est très clair. C'est très clair sur ce point-là. Ensuite, j'aimerais bien quand même, du coup, on l'a dit en introduction, mais un peu quels sont on l'a évoqué, quels sont les grands avantages du chantier participatif, donc pour les particuliers, pour quelqu'un qui veut construire ou rénover sa maison, ou pour quelqu'un qui souhaite acquérir des compétences. Est-ce que tu pourrais tous les citer? Et bien sûr, en contrepartie aussi, quels sont aussi les points un peu de vigilance à avoir, parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que il faut aussi se méfier, peut-être que parfois on n'y trouve pas ce qu'on veut aussi. Alors, sachant que les chantiers participatifs ne fait pas de promesses explicites, il est difficile qu'ils ne les honorent pas. Donc, ça dépend du profil d'attente qu'on peut avoir. Mais je dirais, il y a quand même deux choses. Si les attentes qu'on a sont de l'ordre de l'apprentissage, de la montée en compétences, je dirais c'est comme quelqu'un qui est un fan de vinyle. S'il veut être sûr d'avoir ce qu'il veut, il a qu'à l'acheter en ligne ou le commander chez son disquaire. Et donc il aura ce qu'il veut. Il le paiera, le service qui va avec. Et il aura ça dans un délai imparti. Mais je prends cet exemple parce qu'on a eu un associé au sein du réseau Twiza, Quentin, je dédicace à ce moment-là, qui est un grand fan de vinyle.
Le vrai passionné de vinyle, ce qu'il aime aussi, c'est trouver les pépites et chiner. Trouver quelque chose que peut-être il trouvera à beaucoup moins cher, entre guillemets, que s'il l'achetait directement en ligne. Ou aussi se laisser surprendre. Donc, quand on veut apprendre des choses, on ne veut pas apprendre pour apprendre. Apprendre, c'est un moyen. Derrière, il y a une finalité qui est souvent un projet personnel ou professionnel, ou juste apprendre pour mieux comprendre quel sera notre projet, et donc comprendre au fur et à mesure. Mais apprendre est un moyen. Et pour apprendre, il y a plein de moyens différents. Le seul moyen aujourd'hui qui garantit que des compétences seront acquises dans un délai qui est lui aussi garanti, ça s'appelle la formation. Il y a plus ou moins d'offres. C'est vrai qu'il y a des offres sur lesquelles il y a des solutions, enfin il y a des sujets techniques sur lesquels c'est un peu carencé en formation. Mais il existe pas mal de formations déjà et ça va continuer à se développer. Et puis il y a tout ce qui n'est pas dans les formations, qui est indispensable pour réaliser un projet dans de bonnes conditions. Et quand je dis projet personnel ou professionnel, le projet ça peut très bien être des petits travaux, des gros travaux de construction ou de rénovation, mais ça peut aussi être un projet de reconversion professionnelle ou un projet, je dirais, de spécialisation ou de montée en compétences professionnelles. On a tout un public de jeunes professionnels, jeunes archis, fraîchement diplômés ou pas encore diplômés, ingénieurs ou personnes en reconversion, des gens qui en fait ont déjà même le diplôme qui sur le papier leur permettrait d'exercer, mais qui veulent aller se confronter à plein d'expériences. Donc ça va jusqu'à là. Et à côté de ça, on a des personnes qui sont plutôt en transition. Enfin, on reviendra, j'imagine, sur les personas. C'est des personnes qui sont plus en transition et qui en réalité sont plutôt là pour sortir d'une zone dans laquelle ils ont envie de prendre l'air et qui s'exposent et qui sont vraiment, eux, ils sont franchement là pour se faire surprendre. Donc on a tout un gradient comme ça entre la part de surprise des apprentissages et des expériences qui sont plutôt strictement impossibles à anticiper, mais qui sont extrêmement précieux quand même. Donc il y a des gens qui vont chercher à valoriser ça, et à l'autre bout de la chaîne, il y a des personnes qui arrivent avec des projets très bien déterminés, donc ils vont cibler certaines solutions techniques en particulier, ou certaines configurations, par exemple la rénovation. Voilà, donc là c'est quand on chine sur les chantiers participatifs qu'on arrive à avoir, vu toute la diversité d'expériences qui sont proposées, parce que je le disais tout à l'heure, là on a souvent de l'ordre de 400 chantiers en simultané sur toute la France, donc ça laisse un petit peu de choix. Oui. On arrive à feuilleter tout ça, à chiner, et à voir des choses qui nous font plus ou moins envie dans le ventre, et avancer comme ça en se laissant aussi porter d'une part par nos intuitions et d'autre part par un projet plutôt bien établi. Complètement. Voilà. Et du coup, en termes, si on détaille un petit peu au niveau des avantages pour les organisateurs, est-ce que si on est assez factuel, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Et pareil pour les participants. Donc pour les participants, on l'a un peu plus évoqué, effectivement, le fait aussi d'apprendre des nouvelles techniques, de venir tester. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent y retrouver aussi dans ces chantiers participatifs? Alors quand on commence à fréquenter un peu le réseau TWISA, on se rend vite compte qu'il y a certes les projets, la technique, mais qu'il y a un autre sujet qui est prépondérant chez nous, c'est le caractère humain, le caractère social des pratiques et tous les bénéfices collatéraux qui vont avec. Donc ça peut être le développement personnel pour des individus, ça peut être la construction d'un individu ou la reconstruction. On a énormément de profils en reconstruction qui traversent le réseau. Et ça concerne beaucoup de monde dans notre pays. La reconstruction, on n'a pas besoin d'être allé jusqu'à la tentative de suicide ou jusqu'au burn-out pour avoir besoin d'une petite phase de reconstruction. Hein. Donc ça concerne ces profils-là. Donc les bénéfices pour certaines personnes, ça va être justement de sortir de leur bulle habituelle. Ça va être la création de liens sociaux. Ça va être reconstruire la sensation d'utilité en voyant qu'on participe à une œuvre collective. Qu'il y a le côté matériel du chantier qui n'est absolument pas remplaçable par quoi que ce soit d'immatériel. Le fait de toucher la matière avec ses mains, de voir que l'ouvrage a progressé et qu'à la fin de la journée, on peut se regarder, il y a quelque chose de tangible et d'incontestable qui s'est passé, qui n'était pas là ce matin et qui est là aujourd'hui. Et on peut dire ce qu'on veut, il y a des choses qui sont peut-être incontestables de façon immatérielle ou numérique, mais en vrai, quand c'est un bout de mur qui n'était pas là ce matin, dans notre corps, dans notre être, ça fait pas pareil. Il s'est passé quelque chose. Et ça étaye notre utilité, je dirais, en tant qu'individu, qui est l'utilité, la sensation d'utilité, c'est quelque chose qui est très très maltraité dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc je pense que la pratique du chantier participatif, elle fait du bien aussi pour ça. Donc ça, c'est côté participant. Hein, c'était pour retrouver d'autres sources d'intérêt par rapport aux apprentissages. Il y a des sources plus pratico-pratiques. Hein, quand on a un projet et qu'on multiplie les chantiers participatifs,
Au-delà des apprentissages techniques, il y a plein d'apprentissages de retour d'expérience sur toutes les compétences périphériques qui sont mobilisées quand on mène un projet et qui souvent ne sont pas enseignées, n'apparaissent dans aucune formation et sont très très peu accessibles. Hein. Donc la manière de gérer ça dans son foyer, l'organisation logistique, la manière de le relationnel avec les professionnels, la stratégie de gestion de projet. Par exemple, si un projet est potentiellement trop gros, le fait de le phaser, c'est-à-dire de faire une phase avec une première partie du projet, puis une autre phase qui sera moins urgente. Je donne un exemple, mais il y a plein d'autres stratégies de projet. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont des points aveugles, alors que toutes les personnes qui sont amenées à gérer un projet doivent se poser et sont confrontées à ces questions-là. Donc quelque part, c'est aussi goûter à toutes ces compétences périphériques à la technique. Ça fait partie aussi des bénéfices du point de vue des participants. Se faire du réseau, et puis 2 ans plus tard se rappeler qu'en fait on avait une question technique sur un sujet d'électricité dans notre rénovation et qu'on avait rencontré Bernard il y a 2 ans sur tel chantier à Pleurmel et que lui en fait il touchait sa bille en électricité et on va lui passer un coup de fil. Ça, mais c'est priceless comme il disait sur la pub Visa, ça n'a pas de prix. Et quand je dis que ça n'a pas de prix, c'est que ça n'a pas de prix de manière en termes de conséquences sonnantes et trébuchantes. C'est avoir l'accès à la compétence, nous, on théorise ça depuis quelques années en s'inspirant notamment en sociologie des théories qui étaient vachement vulgarisées par Bourdieu, mais qui existaient avant sur les différentes formes de capitaux. Donc le capital, on pourrait dire les grandes formes de capitaux qui sont mobilisées dans le cadre d'un projet d'habitat, ça va être le capital économique, ça tout le monde comprend. Je dirais plutôt le capital financier pour être plus précis. Donc quelles sont les ressources financières qu'on peut mobiliser? On comprend bien que il y a un moment, il y a un chiffre sur notre compte, plus ce qu'on peut emprunter, et puis après quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ça c'est facile à comprendre, mais en fait il y a d'autres formes de capitaux qu'on mobilise. On mobilise par exemple notre capital compétence, notre capital relationnel, peut-être notre capital santé. On peut conscientiser comme ça, et j'invite vraiment les gens à conscientiser les ressources qu'ils ont sous forme de capitaux autres, le capital matériel sous forme d'outillage, etc. Parce que en fait ça a vraiment des conséquences hyper importantes. Donc, et puis le fait d'avoir bien conscience de ces formes de capitaux, ça veut dire qu'après on peut avoir une stratégie d'optimisation de ce portefeuille de capitaux et se dire je vais peut-être perdre un petit peu de capital financier parce que je vais passer à 80%. Par contre, je vais investir le temps que j'ai libéré dans la consolidation de mon capital compétence, c'est-à-dire à travers de la formation, des expériences, le chantier participatif permettant de nourrir d'une part notre capital compétence, mais aussi d'autre part notre capital relationnel. Donc notre capital relationnel, c'est aussi toutes les opportunités qu'on peut avoir par l'intermédiaire de notre capital relationnel. Si vous connaissez plus de monde, vous avez plus de chances d'avoir des réponses, d'avoir des prêts de matériel, d'avoir plein de choses comme ça. Et ça fait une différence considérable dans le résultat final du projet, c'est-à-dire en termes de proximité entre ce qu'on voulait et ce qu'on a, et aussi en termes de coût. Le diable se cache vraiment dans tous ces petits détails-là. C'est vraiment là qu'il est le sujet. Et donc fréquenter les chantiers participatifs, c'est vraiment consolider tout ça et en ressortir vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus armé face à son futur projet, qu'il soit personnel ou professionnel. C'est un gros accélérateur d'expérience, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour élargir un petit peu la focale des bénéfices côté chantier participatif. Cette multitude de petits bénéfices qu'on peut déjà avoir par ailleurs, mais qu'on aura beaucoup plus vite de façon beaucoup plus intense par le chantier. Côté organisateur, les bénéfices sont pas forcément ceux qu'on envisage. Il y a toujours, je me rappellerai toujours de ce journaliste qui avait conclu son reportage par et grâce au chantier participatif et grâce au travail des bénévoles, cette maison lui a coûté 5 fois moins cher. Ah là là, t'as vraiment envie de... Ouais. Non, t'as envie de tout plaquer. Déjà 5 fois moins cher, il y a un problème parce que il n'y a pas que de la main d'œuvre dans une maison, il y a énormément de matière. On estime qu'il y a souvent entre 30 et 60% de coûts incompressibles de la matière. Donc il n'y a pas de magie. Et puis sur la partie main d'œuvre, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'attend pas des bénévoles qui arrivent avec de la compétence. Alors, ceci dit, ça arrive. On a des bonnes surprises parfois. Il y a des anecdotes. Moi, je me rappelle par exemple de Pierre-Jean qui m'expliquait que dans le dernier chantier, il avait prévu de faire la maçonnerie. Et sauf qu'en fait, le gars qui est passé par là était électricien. Et puis ça faisait des semaines, pour pas dire des mois, que Pierre-Jean devait faire son tableau électrique. Mais il avait laissé faire, il avait laissé traîner. Puis là, cette semaine, finalement, ils ont fait leur tableau électrique parce que l'électricien était très content
de pouvoir être utile de cette manière-là. Et puis Pierre-Jean, forcément, était très content d'avoir un vrai professionnel qui pouvait lui faire son tableau électrique. Et là, c'est banco. Donc nous, on fait pas cette promesse-là, naturellement, mais ces petites pépites, c'est tous ces imprévus qui arrivent et qui sont très bons à récolter. C'est les bonnes surprises aussi. Voilà. Mais le vrai sujet pour un organisateur de chantier participatif, pour quelqu'un qui a un projet, même côté participant, pour quelqu'un qui a un projet, c'est le plus vite possible de rejoindre un écosystème de personnes qui partagent ses problématiques, qui partagent ses expériences. Donc là, c'est vraiment pourquoi donc le réseau Twiza, c'est Twiza, mais c'est aussi un réseau, et c'est surtout un réseau. C'est le fait de favoriser la mise en lien avec des gens, de sortir de cet isolement, parce que quand on est isolé, il y a plein de choses qui paraissent très difficiles, infaisables, et quand on est en réseau avec des gens qui partagent nos problématiques, tout ça, ce sont des barrières qui s'écroulent. Voilà. Et ça quand on les idées. Ouais, et alors les idées et puis des solutions très pratico-pratiques. C'est-à-dire, écoute, moi j'ai besoin de 2 étés, je passe un coup de fil et puis voilà, j'ai 2 étés, plutôt que d'aller les chercher, etc., les acheter, j'en sais rien. Donc le réseau c'est hyper important, et pas que par le réseau Twiza, naturellement. Le réseau c'est surtout localement, mais nous on a l'art aussi de mettre en lien des gens qui sont voisins mais qui se connaissent pas. C'est aussi un grand classique. Et puis quand on est en phase de réalisation de son projet, parce que les gens qui ouvrent les portes de leur chantier, c'est vraiment des gens qui sont très avancés dans la réalisation, souvent. Ce qui est dommage, d'ailleurs, on les inciterait à venir plus tôt, ça serait mieux, mais bon, souvent c'est au moment le message passe là, si jamais voilà, c'est anticiper comme en toute chose, c'est bien. C'est un marathon. C'est un marathon dans lequel on doit ménager notre vie de famille, du stress, beaucoup de charge mentale. Plus ou moins en fonction de l'ampleur du projet, mais ça reste quand même chargé. Parfois le métier aussi, et d'autres responsabilités, etc. Et dans ce contexte-là, le fait d'avoir de temps en temps quelqu'un qui passe, c'est vraiment super sain. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui va arriver, ça nous rebooste, ça nous repousse en fait à nous dire bon, je vais remettre un peu de l'ordre sur mon chantier. Où est-ce que j'en étais? On va se reconcentrer sur ce lot. Enfin, le fait qu'il y ait une intervention de quelqu'un d'externe, on peut dire ce qu'on veut, ça nous permet aussi de nous remotiver, et ce côté motivation en fait. Du côté des organisateurs de chantiers participatifs, il est vraiment revenu comme une source de satisfaction majeure, même si, faut se mettre d'accord tout de suite. Le réseau Twiza, c'est pas une usine à faire pleuvoir des bénévoles qui viennent joyeusement chez vous faire votre maison. C'est pas du tout ça le sujet, en fait. Sinon, ça se saurait. Et puis, il faudrait se poser la question même déontologiquement de quoi on parle. Voilà. Oui. Donc les chantiers participatifs, même si on a bien partagé des photos dans lesquelles il y a 12 personnes qui rigolent entre elles, le chantier participatif le plus courant au sein du réseau Twiza, c'est quand même 1, 2 ou 3 personnes qui viennent de temps en temps. C'est pas tout de suite votre maison qui se transforme en colonie de vacances. On reste à l'échelle familiale, et d'ailleurs ce qui favorise aussi, je trouve, des expériences plus qualitatives et plus intenses socialement. Voilà, plus facile à gérer aussi, tout simplement logistiquement. Voilà. Complètement. Non, mais c'est intéressant aussi de voir ce point de vue de motivation pour l'organisateur, parce que c'est vrai que c'est sortir un peu aussi de sa monotonie d'être seul ou dans son projet de couple, etc., et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient apporter un autre regard et qui nous oblige aussi à sortir. Enfin, c'est palpable, quoi. Donc, hyper intéressant. Alors, pour en avoir déjà parlé un petit peu aussi, on sent aussi qu'autour des chantiers participatifs, s'inscrit souvent une démarche plus écologique et durable, beaucoup plus dans les manières de fonctionner, dans les travaux, dans les outils, dans les matériaux de construction. Est-ce que c'est quelque chose qui est, je sais pas, demandé ou qui est exigé dans la recherche des projets, ou est-ce que ça s'est mis naturellement? Est-ce que tu as quelque chose à évoquer là-dessus? Alors dès le début, le but a été de faire la promotion des solutions techniques dites écologiques, même si c'est pas forcément le terme que je préfère, parce que je trouve que c'est assez restrictif, mais bon, il y a un moment où on doit se faire comprendre. Ma vision des choses, c'est que c'est plus une question holistique, je dirais, d'équilibre de nous, animal parmi les autres, et notre environnement, et que l'écologie, c'est pas une bulle à côté de nous, en fait, c'est une conception juste long-termiste de recherche d'équilibre, en fait, de notre espèce dans notre écosystème, voilà. Et que les problématiques quelque part de conflictualité qu'on peut avoir notre espèce avec le reste de notre environnement, ces problématiques qu'on a impactées dans le mode écologie, on a aussi des problématiques qui, à mon avis, sont du même ordre,
qu'on a impacté plutôt dans le thème du social. Mais tout ça, c'est la même chose en fait pour moi. C'est des gens des gens et des animaux qui doivent coopérer ensemble. C'est les mêmes ressorts. Bah oui, des fois il y a des divergences d'intérêts. Voilà, comment est-ce qu'on gère tout ça? Pour moi, c'est juste des mots différents pour des problématiques qui sont les mêmes en fait. Mais bon, on s'est positionné clairement sur le sujet, sur les mots de chantier participatif et écologique, pour se faire comprendre aussi de notre audience. Et donc le sujet, ça n'a jamais été de proposer une vitrine à des gens qui voudraient proposer à des participants bénévoles de venir empiler des parpaings pour après faire une maison de mauvaise qualité, peu performante, revendue cher pour faire du bénéfice. Enfin, bon, évidemment. Et à ma grande surprise, ce genre d'erreur de casting, là, je pense qu'on a publié pas loin de 5000 chantiers parce que le problème de notre compteur, c'est qu'il est en direct sur notre base de données. Donc quand les gens après partent, souvent ils suppriment leur annonce. Donc du coup, le compteur est grossi moins vite que la réalité. Mais je pense qu'on est de l'ordre de 5000 chantiers aujourd'hui qui ont été publiés au sein du réseau Twiza. Je pense que les erreurs de casting du type de ce que je viens d'énoncer, je sais même pas s'il y en a eu 5. Et c'est parce que je crois qu'assez rapidement les gens ils comprennent pas. S'ils sont pas un minimum alignés idéologiquement avec notre manière de voir les choses, juste ils comprennent même pas ce qui se passe. Ils y croient pas en fait. Ils n'y croient pas. Je dis mais ça sonne faux en fait. Mais comment ça? Il y a des gens qui viennent gratuitement travailler pour nous. Mais t'as pas compris en fait. C'est juste que en fait, si tu considères que n'importe quelle interaction est forcément marchande et du domaine du travail, bah écoute, déjà t'as pas compris ce que tu fais quand tu aides ta grand-mère à faire des courses, par exemple, tout simplement, ou quand t'as ton cousin qui vient t'aider à faire ton carrelage, parce qu'en fait dans l'absolu c'est la même chose. Mais voilà le fait que chaque interaction productive est forcément marchande, c'est quelque chose qui a complètement colonisé notre esprit. Et c'est assez difficile avec d'autres personnes de sortir de cette logique. Alors que dans les faits, on estime que au moins la moitié de l'économie est dite informelle, elle est non marchande. Et heureusement, parce qu'on s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas. Donc ce genre d'erreur de casting, donc à la fois nous on a une charte depuis le premier jour sur les types de chantiers, etc., sur l'approche. Donc il y a le quoi et le comment. Le quoi c'est les solutions techniques dites écologiques. Enfin on n'est pas des ayatollahs non plus. Donc on est sur des gens qui font des vrais projets. Donc aussi ils doivent aussi faire ce qu'ils peuvent. Donc des fois il y a des compromis qui sont faits parce que c'est la vraie vie. Mais et le comment. Donc ça c'est le quoi, les techniques, et le comment c'est je résumerais par le fait de dire ce sont des gens qui s'impliquent pour plein de raisons. Soit ils ont envie de comprendre ce qui se passe, soit ils veulent faire des économies parce qu'en fait, ils n'ont pas assez de sous pour avoir le niveau de standard de qualité qu'ils veulent. C'est-à-dire que dans l'autoconstruction, il y a la grande famille des gens qui veulent autoconstruire pour avoir plus de mètres carrés à budget constant. La sociologie du réseau Twiza, c'est plutôt des gens qui vont faire une partie des travaux eux-mêmes aussi pour maintenir ou pour augmenter le niveau de qualité et de performance énergétique et écologique de leur habitat. C'est vraiment mettre son temps, sa compétence et mettre de soi-même, pas au plus, mais plutôt vers le mieux, en fait. Et donc, ça, c'est à comprendre aussi dans notre écosystème. Donc, on sélectionne, on a mis cette charte-là. Dans l'absolu, on sélectionne tout, mais c'est rarissime qu'on ait des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Parce que c'est une question d'alignement aussi et que forcément, il y a un discours qui fait que les gens s'y retrouvent ou pas, d'après ce que je comprends, quoi. Tout à fait. Ok. Donc du coup, ça garde cette appétence vers des matériaux de construction plus durables, la paille, le poids. Souvent, on a la paille, le bois, la terre. Voilà. C'est souvent beaucoup de techniques écologiques comme ça. La performance aussi, en général, c'est un sujet qui dépend pas forcément des matériaux, même si les matériaux biosourcés dans plein de dimensions ressortent haut la main sur le podium des performances et à la fois thermiques, dynamiques, notamment l'inertie, etc., les gestions des vapeurs d'eau, toutes ces choses, j'imagine, dont vous avez beaucoup parlé déjà. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis non, il y a aussi le réemploi, par exemple. Le réemploi, ça peut être tout simplement remettre en œuvre des matériaux matériels qui, s'ils étaient créés, s'ils étaient produits juste pour ça, on pourrait considérer que c'était peut-être pas nécessaire, mais en fait ils existent maintenant, et plutôt qu'ils soient empilés dans des déchetteries ou brûlés ou détruits, ils sont bien en fait dans une seconde vie. Tout à fait, on en parle aussi beaucoup. Justement, du coup, par rapport à ces techniques, comment ça se passe sur le chantier en termes de réglementation et d'assurance? Comment si la personne ne sachant, comment fait-il pour s'assurer après que la qualité du travail
est valable et sera validé pour ces assurances habitation et tout le reste. Et s'il y a des professionnels qui interviennent, qui est responsable dans ce cas-là. Alors, je vais essayer de pas trop m'attarder sur ce sujet parce qu'il est quand même potentiellement technique, soporifique et anxiogène. Juste pour qu'on comprenne les grands points, bien sûr. Ouais, les grands points, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets, c'est quand même difficile de... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué aussi que le sujet de l'assurance, comme il est anxiogène, il diminue un peu nos capacités mentales, j'ai l'impression. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont tellement stressés par le sujet. Je compte sur toi pour rendre ça hyper Mais non, moi, je suis pas surdoué, Non, je dis ça, je suis un peu caustique parce que l'expérience que j'ai de ça, c'est qu'en fait, souvent, des gens se font stresser par d'autres personnes sur le sujet de l'assurance. Ils arrivent stressés avec des questions d'assurance et en fait, ils nous posent la question pour comprendre, mais en fait, la seule chose qu'ils veulent entendre, c'est oui, vous inquiétez pas. Et le premier Gugus qui passe et qui leur dit oui, vous inquiétez pas, il écoute. Du coup, on va reprendre à la base sur le sujet de l'assurance. Déjà, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle de la qualité des ouvrages? Alors, est-ce qu'on parle de la sécurité des personnes? Donc, la sécurité des personnes, c'est un sujet que nous, on a traité spécifiquement dans le réseau Twiza. On s'assure que toutes les expériences se passent dans le cadre de la vie privée. Et si ces expériences se passent vraiment dans le cadre de la vie privée, alors après plus d'1 an de négociation, on a réussi à avoir une assurance sans recherche de responsabilité qui couvre tous les adhérents du réseau. Spécifiquement, c'est marqué noir sur blanc pour l'activité de chantier participatif. Okay. Donc ça, c'est vraiment pour dire... Alors attention, hein, c'est une assurance, c'est pas une assurance pour les petits bobos. C'est une assurance pour les coups graves. On parle d'assurance invalidité, décès, des choses comme ça. Pour les petits bobos, en fait, en réalité, ça va être la Sécu ou ça va être personne, parce qu'en fait, on n'est pas dans le cadre du travail. Ensuite, pour ce qui est de la qualité des ouvrages, je vais continuer. Je suis désolé pour les gens qui me connaissent pas, je suis un peu rude, hein. Je suis directement caustique là depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que en plus vous voyez pas ma tête. Mais en fait, ce que j'explique à des personnes, c'est qu'en réalité, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, comme on dit. C'est-à-dire que concrètement, si on veut avoir l'assurance totale que quelqu'un d'autre assumera la qualité de mise en œuvre d'un produit, faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. J'ai envie de te dire. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on fait des économies quand on fait soi-même? Parce qu'on ne paye pas le travail du professionnel, d'une part, mais aussi parce qu'on ne paye pas son assurance. Et donc, de la nécessité pour ce qui est la qualité des ouvrages, de bien faire, parce qu'un autoconstructeur n'est pas assuré. Il n'est pas assuré parce que l'assurance, c'est pas quelqu'un qui vient payer quand quelque chose est cassé. C'est pas ça du tout, en fait. Il vient payer pour assumer la responsabilité de quelqu'un qui a été payé pour faire l'ouvrage. Je récapitule. Le sujet de la décennale, c'est une responsabilité civile professionnelle obligatoire. Ça veut dire, en fait, il n'y a de décennale que quand il y a une relation entre un particulier et son artisan ou son professionnel. S'il n'y a pas eu la décennale, en fait, c'est quelque chose qui doit s'assurer que la promesse qui a été faite et pour laquelle un professionnel a été payé, si elle n'a pas été honorée, ça ssera corrigé. Si vous enlevez, et c'est un vrai trou dans la raquette, hein, on avait étudié le cadre réglementaire, il y a un vrai trou, c'est-à-dire que dans le code de la construction, dans le code des assurances de mémoire, on dit qu'il y a une obligation d'être assuré pour la production d'un ouvrage, mais à côté de ça, les seules assurances sur la qualité des ouvrages qui existent sont celles qui régissent les responsabilités d'un professionnel envers son maître d'ouvrage. Donc en réalité, pour quiconque fait pour lui-même, il est quand même sous le couvert de l'obligation de l'assurance. Alors, ne partez pas en courant les gens parce qu'en fait, personne ne l'est et voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de décennale. Ça n'a même pas de sens, en fait, la décennale pour l'autoconstruction. Alors, je le répète bien parce que, en fait, je l'entends, y compris chez les personnes qualifiées, y compris chez les personnes qui, en fait, commentent le sujet de l'autoconstruction. Je suis toujours assez sidéré parce que c'est quand même pas compliqué à comprendre. La décennale en autoconstruction, ce sont deux mots qui n'ont rien à voir dans la même phrase, en fait. À ne pas confondre avec la dommage ouvrage, qui est un autre sujet, j'en profite. La dommage ouvrage, parce que des fois on confond allègrement la décennale et la dommage ouvrage. La dommage ouvrage, c'est juste un surcroît d'assurance qui se rajoute par-dessus la décennale. Donc la dommage ouvrage, elle garantit juste que on va pas attendre la fin du procès pour réparer. Mais ça, c'est que pour les lots qui sont sous décennale. C'est-à-dire, si vous avez un lot charpente qui est sous décennale, il y a un litige sur la charpente et vous avez votre dommage ouvrage, la dommage ouvrage elle va faire, vous inquiétez pas, on paye tout de suite pour éviter que le sinistre s'aggrave. On paye tout de suite. Et après, il y a les procès. Et après, on verra qui avait raison, qui avait tort. Mais de toute façon, ce lot, il était sous décennale. Or, quand il n'y a pas de dommage ouvrage, s'il y a conflit derrière sur la responsabilité, sur la répartition des responsabilités, alors, vous êtes obligé d'attendre la fin du procès. Ça peut durer, ça peut être long. Il est là le sujet de la dommage ouvrage. Voilà. Okay. Mais dommage ouvrage, acheter une dommage ouvrage parce que vous trouvez toujours des petits malins pour vous vendre une dommage ouvrage,
en autoconstruction. Le problème, c'est qu'une dommage d'ouvrage, elle va juste aller s'appuyer sur les décennales existantes. Si vous êtes en autoconstruction et que vous avez une décennale que sur votre charpente, mais pas sur votre plomberie et je sais pas quoi, et ben la dommage d'ouvrage ne couvrira que les lots qui sont sous décennale. Ça aussi, je le répète, parce qu'il y a des petits malins qui vendent de la dommage ouvrage pour des autoconstructeurs, et ben le jour où vous aurez un problème, il y aura plus personne. Voilà. Donc c'est un point de vigilance et c'est chouette de l'avoir souligné parce que honnêtement, je pense que je l'ai pas entendu nulle part. Donc merci pour ça. J'ai entendu la confusion il n'y a pas longtemps encore, et d'un professionnel. Et pour revenir sur le sujet, parce que tu avais fait un focus sur la place du professionnel, c'est extrêmement pertinent parce qu'en effet, alors déjà concrètement, c'est très pertinent d'avoir un professionnel, en tout cas un sachant, pour sécuriser la qualité des ouvrages, mais aussi en cas de chantier participatif pour donner plus de consistance à l'expérience, voilà, qu'il y ait plus de compétences disponibles, etc. C'est pour ça que voilà, il y a tout un écosystème de professionnels que vous pouvez trouver. Alors si vous avez la chance d'avoir des associations locales, souvent elles les connaissent. En grattant, nous on en référence pas mal aussi. Ceci dit, donc on parle souvent d'accompagnement, c'est un mot qui revient souvent. Ceci dit, il y a le métier d'accompagnateur où le cadre de l'accompagnement n'existe pas. Donc aujourd'hui, la grille de lecture, je dirais, un maître d'ouvrage qui est confronté à un professionnel, c'est un peu trivial, mais c'est de voir le monde en deux catégories. Les gens qui assument les responsabilités de leurs conseils et les gens qui ne les assument pas. Et comment est-ce qu'on sait qu'on assume? Pas parce qu'on dit qu'on l'assume, mais parce qu'on a une assurance décennale. Donc en fait, vous demandez l'attestation d'assurance décennale. Parce que c'est triste à dire, mais malheureusement, il y a des fois des gens qui sont pas... Voilà, il faut vérifier l'attestation d'assurance décennale. Les professionnels ont l'habitude, ils en ont toujours une pile chez eux, parce que pour toutes les aides, pour plein de trucs, ils doivent toujours en fournir. Donc c'est pas un problème de demander une attestation d'assurance décennale à un artisan. Et donc, l'artisan qui va être payé pour livrer un ouvrage, je reviens sur ma charpente, l'artisan qui est payé et que dans son devis, il y a marqué, et dans sa facture surtout, il y a marqué qu'il a fait, peut-être avec vous, mais qu'il a livré un ouvrage, donc il est bien lié. Il est lié par ce qu'on appelle dans le code civil un contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire qu'en fait, il a été payé pour livrer l'ouvrage. Donc il est sous le coup, quoi qu'il ait écrit, il est sous le coup de l'article 1492 alinéa 2 ou 3, je sais pas quoi, du code civil napoléonien, qui dit décennal. Et quoi qu'il écrive, je le dis aussi, parce que vous pouvez avoir des petits malins qui vous disent, bon, je suis en accompagnement, donc je vais vous faire votre mur, mais vous avez conscience qu'on va le faire ensemble, donc c'est vous qui assumez la responsabilité. Ça, devant un procès, ça saute, en fait. S'il a été payé pour un ouvrage, il est responsable en décennal. Il passe sous décennal. Exactement. Okay. Par contre, on a des consultants qui, sous le couvert, par exemple, de la formation, sous le couvert du conseil, enfin, je dis des consultants parce que moi, je les appelle profil bâtisseur, le premier dont je parlais tout à l'heure, versus profil consultant. Donc, le bâtisseur a un lien contractuel avec l'ouvrage. Il vend l'ouvrage, il est soumis à la décennale. Alors que le consultant n'a pas de lien avec l'ouvrage, et s'il a bien fait son devis, et s'il a bien compris, en fait, il a un lien avec le maître d'ouvrage. Il est là pour apporter de la compétence du conseil au maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que il pourrait dire, par exemple, je vais t'accompagner dans la mise en œuvre d'un chantier. Je vais te faire monter en compétence sur la mise en œuvre de telle solution technique. Et après, j'ai envie de te dire, tu verras ce que tu feras de ta compétence. Et là, je vous ai donné des versions les plus intègres, je dirais. Malheureusement, il existe, et pas forcément les gens sont pas forcément de mauvaise foi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet des assurances, il est quand même un peu copieux, il est pas simple, il y a plein de bêtises qui circulent. Donc, des fois, on a des gens qui, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils naviguent un peu entre deux eaux, et c'est pas clair aussi. La différence de prix aussi, quand on a recours à un sachant qui va consciemment engager ses décennales, forcément, ça va pas être la même chose, parce qu'il a pas la même structure de prix, lui aussi, dans son entreprise, qu'un profil de conseiller qui va facturer quelques heures. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, C'est hyper important de se faire accompagner de conseils de personnes compétentes et d'avoir un peu son armée comme ça, j'ai envie de dire presque de personnes compétentes et de conseillers. C'est fondamental quand on veut rester soi-même maître de son projet, parce qu'en fait, si on veut tenir la barre, c'est quand même un bateau très très compliqué à mener. Donc il faut pas croire qu'on a toutes les compétences. Là, moi, je suis un nouveau porteur de projet sur une rénovation assez conséquente. Un changement de destination d'une grange en habitation, donc c'est un projet assez conséquent. Ça fait 15 ans que je suis dans le bâtiment et dans ces sujets-là. Je peux vous garantir que je suis ravi d'être très très bien accompagné ponctuellement sur des questions de structure, sur des questions de thermique, etc. C'est hyper important si on veut rester maître de son projet, mais avoir un petit peu d'ambition aussi dans son projet. Sinon, il y a les maisons sur catalogue, ça marche très bien.
Même C'est pas, en ça. vrai. Quand on regarde les statistiques de sinistralité, ça marche même pas bien. Il y a pas toujours une solution miracle, hein, Non. mais très bien. Bah, merci beaucoup parce que ça, je pense, ça a éclairé pas mal de gens sur ce point réglementaire et assurance qui est toujours très épineux et compliqué à comprendre. Donc, c'est chouette d'avoir eu cette vision-là. J'ai une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. Comment déjà toi tu perçois, comment tu vois un peu l'avenir de ces chantiers participatifs en France et en Europe? Est-ce que ça a vocation à s'étendre de plus en plus? Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai engouement? Un peu les perspectives sur ce biais-là. Alors, les pratiques de chantier participatif sont très très variées. Nous déjà, on a un cadre, mine de rien, qui circonscrit le chantier participatif au sein du réseau Twiza. Évidemment, il y en a eu avant, il y en a plein d'autres des chantiers, et tant mieux. Je pense qu'il restera toujours un bouillon de culture riche, dynamique, enthousiasmant, d'expériences très 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 variées. Je crois beaucoup à l'émergence de pratiques participatives, je dirais hybrides, c'est-à-dire des chantiers dans lesquels il y a à la fois de la participation du maître d'ouvrage et parfois aussi de bénévoles non maîtres d'ouvrage, mais toujours pour des questions de qualité et de sécurité. Je crois vraiment que ça ne pourra monter en charge que grâce à un cadre méthodologique et surtout la présence d'un sachant. Et un sachant certainement pas que technique. Parce que ça serait une grosse erreur aussi de croire qu'accompagner un chantier nécessite que des savoir-faire techniques. Ça nécessite d'autres formes de savoir, des savoir-être, et des méthodologies plutôt de la gestion de groupe. Donc moi je crois tout à fait à un changement d'échelle possible depuis tu as parlé de la FEDAC par exemple, qui continue d'exister et qui progresse. Mais le levier de ça, pour moi, c'est des professionnels dédiés qui sont des profils de compétences hybrides entre le volet technique et le volet gestion d'un groupe dans cette situation de chantier. Et d'ailleurs, c'est pas le hasard si l'ADEME en 2019 a cherché à financer un doctorat, enfin à cofinancer un doctorat en sociologie sur ces sujets. Les appels à manifestation d'intérêt de l'ADEME ou de l'Europe se sont multipliés et touchent de plus en plus précisément ce thème-là, qui est comment est-ce qu'on peut mobiliser la participation, la force de travail des gens sur leur temps libre, puisqu'on est quand même en Occident une société du temps libre, comme un levier pour accélérer la capacité de production de notre nation dans la rénovation, spécifiquement dans la rénovation, parce que quand bien même on arriverait à mettre tous les artisans au travail, quand bien même on aurait la solvabilité des foyers, c'est pas du tout le cas non plus, on n'arriverait pas du tout à atteindre les objectifs nécessaires actuels. Donc il va falloir trouver des gisements importants, des leviers importants de productivité. Ailleurs. Et le chantier participatif est un bon exemple pour ça en tout cas. Voilà. Merci. Je te propose, si ça te va, qu'on passe à la phase plus actionnable de ce podcast avec les petites questions tac au tac. Est-ce que tu es prêt, Cédric ? Je suis prêt. Let's go ! Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Oberkaï. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Oberkaï-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Bercail ? Eh ben, nos auditeurs, ils ont un projet d'habitat, de rénovation d'habitat et souhaitent partir sous le format du chantier participatif, d'avoir ça, de contribuer à leur manière comme ça. Qu'est-ce que tu leur conseilles comme première action à réaliser, une première question à se poser pour se lancer dans l'aventure du chantier participatif ? Alors, je te demandais juste une petite précision. La personne dont tu parles, est-ce qu'elle veut faire un chantier participatif chez elle pour elle-même, pour son projet, ou est-ce qu'elle veut participer à un chantier ? Pour son projet. Donc, on va prendre dans la première chose à faire, c'est d'en faire soi-même. C'est très simple. Voilà. Vraiment. C'est pas obligatoire, mais c'est clairement le mieux. Voilà. Et d'en faire quelques-uns. Voilà. Okay. Parce que, en fait, il y a un moment où on va accueillir des gens. Et quoi de mieux que de se mettre à leur place pour comprendre les enjeux de leur point de vue, d'une part. Et puis de vivre l'expérience pour aussi, je pense,
se réconforter parce que, enfin, moi, je me rappelle à l'époque où on a lancé Twiza, on était par exemple au tout début des covoiturages et on concevait le covoiturage comme une expérience extrêmement exotique dans laquelle on allait passer peut-être 3 ou 4 heures avec un inconnu, etc. Et en fait, les usages changent, mais un petit peu lentement quand même. Il faut pas oublier que certes les usages changent, mais il faut pas oublier quand même d'accompagner cette transition-là. Et moi, je comprends tout à fait que quelqu'un puisse être tiraillé entre une attraction vers cette manière de faire son projet et des peurs complètement légitimes parce qu'ils l'ont jamais vu. Donc en fait, au bout d'un moment, faut pas se prendre la tête, faut pas imaginer 36 000 trucs, il faut juste y aller et en faire. Voilà. Ok, très bon conseil, je prends. C'est hyper concret. Tester. Plus personnel, du coup, cette question, Cédric, c'est quoi pour toi ton bercail idéal? Mon bercail idéal, c'est celui que je suis en train de faire. Donc mon bercail idéal, c'est aussi celui des gens que j'aime, parce qu'on est tous dedans. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je me sens pas être bien chez moi si d'autres chez moi sont pas bien. Et de façon plus pratique, dans notre cas, je dirais c'est très ouvert, très lumineux, très ouvert sur une vue dégagée. Voilà, avoir accès quotidiennement toute la journée à une horizon dégagée, c'est très très important pour moi. Et voilà, puis du terrain parce que voilà, madame a des chevaux, ses copains, ses copines, et elle va absolument les mettre. Donc au final, c'est ça. Et puis très performant naturellement pour les questions de confort et toutes les choses qu'on peut trouver intéressantes comme la pérennité, les économies, enfin, mais beaucoup de confort. Le confort et puis l'aspect sanitaire, parce qu'on en parle assez peu. Mais je pense qu'il y a un enjeu du côté des matériaux biosourcés. Il y a un enjeu hyper important qui est, par exemple, la qualité de l'air. Les variations hygrométriques et de ces choses-là qui sont encore des points assez aveugles. Et là aussi, les matériaux biosourcés ont des très gros arguments, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Très lumineux, avec une horizon devant moi, et confortable, et la capacité d'accueillir. Voilà. Je suis pas trop minimaliste en termes d'habitat parce que j'aime beaucoup recevoir. Ok. Si t'avais un mot, du coup, pour le définir, ce serait quoi? Ouvert. Ouvert sur l'extérieur, okay. Ouvert aux amis, ouvert à la visite. On est dans l'ouverture. Ok. Petite question, est-ce que tu aurais des ressources en dehors du coup de tout ce que vous fournissez avec Twiza pour t'informer sur le sujet des chantiers participatifs? Est-ce que tu aurais des choses à partager? C'est pas simple cette affaire. Sur le sujet des chantiers participatifs, spécifiquement sur le sujet des chantiers participatifs. On peut élargir un petit peu si t'as pas tout de suite une idée claire là-dessus. Non, moi j'ai un peu de mal avec ces questions-là. Après spécifiquement, c'est dommage, j'aurais dû retrouver. En plus, tu m'avais préparé. Je le dis aux gens qui nous écoutent, je suis un mauvais élève. J'aurais dû préparer ça mieux. On va mettre en référence un ouvrage qui traduit l'expérience d'une architecte à travers des chantiers participatifs, dont j'ai oublié le nom tout de suite. J'ai honte. Tout va bien. Je le mettrai en descriptif du podcast. Je mettrai cet ouvrage. Est-ce que tu vois autre chose ou on met tout ça en descriptif? Non, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Je suis désolé. Je suis très mauvais à ça. Voilà, vous m'excuserez. On accepte. T'inquiète pas, Cédric. On n'est pas dans le jugement ici. On est dans l'ouverture. On est chez soi. On est au bercail. Déjà, Cédric, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier pour ce podcast. On peut vous retrouver avec Twiza sur pas mal de canaux. Vous avez un site internet, donc tout simplement https://fr.twiza.org, si je me trompe pas. Oui, vous cherchez Twiza sur votre moteur de recherche préféré, et puis il n'y aura pas de problème. Vous nous trouverez. Voilà, exactement. Vous êtes également sur YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Vous avez une belle présence. Donc, allez faire un tour, allez voir un petit peu ce qu'ils font et puis allez peut-être tester un chantier participatif si ça vous intéresse. Peut-être que vous serez le prochain à vous inscrire sur la plateforme. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos éditeurs avant de clôturer ce podcast? Osez. Pensez à toutes les fois où vous avez failli ne pas oser et vous avez osé faire quelque chose et vous vous êtes dit « Oh là là, mon Dieu, ma vie aurait été différente si j'avais pas osé à ce moment-là. » Cette petite étincelle, ce petit truc, pensez-y. Parce qu'un projet d'habitat, c'est quelque chose de très important, très engageant. Et je pense qu'on peut pas s'offrir le luxe de passer à côté de quelque chose de très important pour votre projet, juste parce qu'on n'a pas osé. Voilà. Donc il faut y aller là. Ok. Merci pour ce mot de la fin. Merci à toi, Cédric. Merci à vous. Et puis, je souhaite à tous mes auditeurs à bientôt dans vos bercails. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons Aubercaille ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.